Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition en direct, à retrouver en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, 2024, troisième séance de l'année et enfin une séance de hausse pour les actions européennes après un démarrage un peu compliqué. On sent néanmoins que les marchés sont quand même dans cette phase de digestion après ces 2 mois de rallye intense qui ont marqué la fin de l'année 2023 avec des marchés qui ont sans doute anticipé beaucoup d'un scénario presque parfait pour la suite et on voit les premières interrogations qui remontent à la surface concernant notamment la capacité des banques centrales à couper leurs taux rapidement. Les dernières données d'emploi aux États-Unis montrent que le rééquilibrage du marché du travail se poursuit dans une certaine mesure, mais on reste quand même sur des créations d'emplois assez vigoureuses. On l'a vu avec les chiffres du cabinet ADP pour les créations d'emplois dans le secteur privé au mois de décembre. Et puis les enquêtes de conjoncture, alors restent à des niveaux effectivement peut-être un peu inférieurs, mais néanmoins on ne voit pas de dégradation supplémentaire. On attendra l'ISM Service demain, mais on l'a vu également avec les différents ISM manufacturiers qui ont pu être publiés ou PMI qui ont pu être publiés en ce début de semaine. Digestion post-rallye donc pour les investisseurs avec une volatilité qui est remontée d'un petit cran sur les indices, sur les marchés actions et des taux, eux, qui se réajustent à la hausse. On prend encore 10 points de base sur les taux européens notamment cet après-midi après la publication des premières estimations d'inflation pour la France et pour l'Allemagne en zone euro, donc pour le mois de décembre, qui confirme l'idée d'un rebond sans doute temporaire lié à des effets de base, lié à la disparition de certains aides et certains soutiens concernant les prix énergétiques. L'inflation cœur, elle, semble rester sur la bonne trajectoire, la trajectoire du reflux. Nous aurons demain le chiffre global de l'inflation pour la zone euro au cours du mois de décembre, une inflation globale qui devrait remonter autour de 3%. Les actions sont en hausse donc en cette fin de séance et puis dans le dernier quart d'heure, nous reviendrons sur l'univers des placements qui s'offrent à vous pour 2024, partant de l'immobilier jusqu'au non-coté et en passant également par l'univers des cryptoactifs. C'est Stéphane Van Nuffel qui s'attellera à la tâche, directeur général de netinvestissement.fr, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. La tendance des marchés, c'est en ouverture de Smart Bourse chaque soir et c'est avec Comme du Bois. La bourse de Paris évolue sans tendance en cette troisième séance de l'année. Aux États-Unis, le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé est ressorti supérieur aux attentes en décembre, avec 164 000 créations d'emplois le mois dernier contre 101 000 en novembre. Une tendance que l'on retrouve dans les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont retombées à 202 000 la semaine dernière contre 220 000 la semaine précédente. Ces statistiques sèment le doute chez les investisseurs sur le futur calendrier et l'ampleur des baisses de taux de la Fed cette année. En Europe, les statistiques du jour portent sur l'inflation qui augmente de respectivement 4,1% et 3,8% sur un an en France et en Allemagne pour le mois de décembre, en données harmonisées notamment en raison d'effets de base. Du côté des valeurs, le poids lourd Total Énergie apporte son soutien au CAC 40. Son titre gagne près de 2% au cours de la séance, porté par la fermeté des cours du pétrole. Après avoir chuté de près de 10% hier, Alstom s'offre un rebond aujourd'hui. Son titre gagne près de 3% après l'annonce de la signature d'un contrat de plus de 500 millions d'euros pour la conception d'un tramway de nouvelle génération en Arabie Saoudite. Enfin, ST Microelectronics fait figure de lanterne rouge. Aujourd'hui, son titre chute de plus de 5% au cours de la séance. L'ensemble du secteur des semi-conducteurs est plombé par un avertissement de l'américain Mobile Eye qui explique que la baisse des commandes pèsera sur ses résultats de fin d'année. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance du rapport sur l'emploi américain et de l'ISM Service du mois de décembre. Côté zone euro, les investisseurs prendront connaissance de la première estimation de l'inflation pour le mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Ravi de retrouver Malik Hadouk qui est avec nous ce soir. Bonsoir Malik. Bonsoir. Directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Éric Venet nous accompagne également. Bonsoir Éric. Bonsoir. Merci d'être là. Directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Xavier Chapard avec nous enfin. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes stratégiste chez LBP AM. Xavier, je commence avec vous. Alors on est dans l'esprit du nouvel an, mais sur le plan macro, cette première semaine de l'année est quand même intéressante puisqu'on a quand même des chiffres un peu fondamentaux. Alors toute une série de données concernant le marché du travail et l'emploi aux États-Unis. On attend encore le rapport mensuel global pour le marché du travail américain au mois de décembre, mais on a déjà eu un certain nombre de chiffres concernant les ouvertures de postes, les créations d'emplois privés, etc. Et puis en zone euro, c'est la semaine de l'inflation, on va le dire, avec les premières estimations d'inflation. On a eu les pays clés, France, Allemagne. On aura demain le chiffre global pour l'ensemble de la zone euro. Est-ce que ces données de part et d'autre de l'Atlantique suggèrent qu'on reste sur la bonne trajectoire ? C'est-à-dire la trajectoire qu'on a laissée en fin d'année et que les marchés ont massivement acheté au cours des 2 derniers mois de l'année, Xavier ? Oui, alors les premières données, selon nous, elles vont dans le bon sens. Elles continuent à soutenir l'idée que peut-être on pourrait arriver à faire un atterrissage en douceur de l'économie. Donc si on regarde aux US, on a un ralentissement de l'emploi, mais qui est assez limité. Donc ça permet de détendre un peu les tensions sur les salaires, tout ça, sans pourtant avoir des destructions d'emplois. Donc ça, pour l'instant, ça va bien. Sur la zone euro, on a un rebond de l'inflation totale à cause d'effets de base sur l'énergie, mais l'inflation sous-jacente, elle, a l'air de continuer à diminuer graduellement. Donc tout ça, ça va plutôt dans le bon sens. La question qu'on peut avoir en ce début d'année, c'est par rapport à ce qu'attend le marché, en fait. Et donc pour l'instant, c'est en ligne. Donc le marché ne doit pas trop se réajuster. Le risque, c'est qu'à la moindre donnée qui sortent de la tendance, que ça soit une inflation un peu plus forte ou une activité qui ralentit un peu plus, dans ces cas-là, il y aurait un risque de consolidation un peu plus forte. Ouais. C'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, les données vont plutôt dans le sens. La chose qui fait le plus consolider un peu les marchés cette semaine, c'est les minutes de la Fed qui remettent un peu en cause le discours de Powell qui était très très accommodant en décembre. Oui, donc il y a 2 choses. Il y a la réalité fondamentale macroéconomique et la politique monétaire, ou l'ajustement de la fonction de réaction de la politique monétaire et d'une banque centrale comme la Fed. Qu'est-ce qu'elle nous dit ces minutes ? On commente pas toujours les minutes, donc c'est le compte-rendu des réunions de politique monétaire, celle qui avait lieu mi-décembre, qui avait donné lieu effectivement à une séance de questions-réponses très dovish de la part de Jérôme Powell. Là, on a l'état des lieux, des discussions et des positions des uns et des autres à l'occasion de ce dernier comité de politique monétaire. Exactement, et ce qui est très étonnant, c'est que juste après la réunion, pendant la conférence de presse, le patron Jérôme Powell avait dit on a discuté du timing et de l'ampleur des baisses de taux à venir, oui. Et là, quand on lit les minutes, ils n'en ont pas discuter en fait. Il y a juste que sur leurs prévisions, ils prévoient potentiellement de baisser les taux dans le courant de l'année. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se discutent de baisser les taux tout de suite. Ouais. Et donc ça conduit les marchés à un peu se questionner sur est-ce que la Fed va baisser les taux dès mars, ce qui était une quasi-certitude à la fin de l'année dernière d'après les marchés. Et là, on voit que ça peut être un peu plus long à venir, les premières baisses de taux. Nous, on les attend pour le 2e trimestre de l'année. Donc, ça ne remet pas en cause la tendance vers des baisses de taux. Mais par contre, ça remet en cause la rapidité. Et c'est un peu pareil pour tout le marché en ce moment. C'est que les données vont dans le sens du marché, mais elles ont du mal à surpasser les attentes du marché qui sont déjà très élevées. Et on pense qu'il y a des risques un peu à avoir un scénario qui est déjà un peu trop parfait. Bon, effectivement, c'est un peu l'idée sur laquelle on était resté fin 2023. On avait un marché qui avait sans doute pricé pour la perfection le scénario pour la suite. Est-ce que c'est déjà le moment de remettre en cause un peu cette idée de Goldilocks, de scénario boucle d'or, ni trop chaud ni trop froid, et d'une désinflation qui finirait le travail sans remettre en cause l'équilibre économique tel qu'on le prévoit pour 2024. Non, je suis d'accord avec vous. Ouais. Je pense que les statistiques économiques montrent que jusqu'ici, tout va bien. En fait, on a été surpris parce que Powell a dit, et on avait un peu dit, mais il va un peu trop vite. On était passé est-ce qu'on va avoir une hausse de taux supplémentaire en décembre ? Et là, on nous dit, non, c'est fini, et puis
on a peut-être un peu discuté ou une baisse des taux. Et donc, le choc avait été violent. Et donc, les marchés, finalement, en réponse, avaient été violents. Et quand c'est comme ça, vous ne savez pas jusqu'où vous allez. En fait, à force de prévoir, effectivement, un changement de scénario, baisse des taux courts, on est arrivé en fin d'année en disant, ah ouais, quand même, là, on anticipe, avec les cours qu'on a maintenant, on anticipe 6 fois de baisse de taux, avec des mars. Bon, c'est peut-être un peu une surréaction, mais c'est pas une réaction des anticipations, simplement que tout le monde s'y étant mis dans le même sens, les marchés nous disent que les données nous disent que. Donc on est juste un petit peu maintenant dans un réajustement, mais on scrute un peu. On sent bien qu'il y a. La question est pertinente. Alors, est-ce qu'on est bien dans le bon scénario, en fait? Et j'ai pas répondu. Oui, jusqu'ici, on est dans le bon scénario. Et la plupart des macroéconomistes disent à 60%, on va avoir un atterrissage en douceur, mais il y a... 40% quand même. Ouais, oui, ça laisse 40% de risque alternatif. Et dans les deux extrêmes. Soit on va d'un seul coup baisser fortement, et ce qui expliquerait a posteriori qu'on va baisser fortement les taux, parce qu'on va baisser tellement fort en termes de croissance qu'on va avoir ça, ou alors, non, on va réaccélérer, et l'inflation va un peu remonter un petit peu, et du coup, on va avoir un problème sur les taux. Donc, pour l'instant, on est dans le scénario médian, et il n'y a pas de raison que les marchés montent plus. C'est un peu ce qui s'était passé sur les taux longs, quand on avait réaccéléré avec une croissance au troisième ou fin de troisième trimestre, on était remonté à 5% sur le 10 ans, sur le 10 ans américain, et puis on est redescendu jusqu'à 3,80. Bon, on va remonter, on va retrouver un équilibre. On fait toujours ce fameux équilibre des taux à 10 ans, que depuis des mois, je dis on n'a pas trouvé encore vraiment bien l'équilibre. Tout va bien jusqu'ici. En fait, voilà, c'est le bon scénario. Bon, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'à 5%, on n'avait pas envie d'être short, disons, américain. Et je sais pas, on a dû tomber à 3,80 peut-être. Ouais. On n'avait pas envie d'être agressivement acheteur à 3,80. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, la vérité, elle est là. Elle est là. Voilà, mais c'est déjà pas mal. On a des bornes. Mais il y a eu un changement quand même dans la Fed, au-delà de savoir ce qu'ils vont faire sur les taux, c'est la balance des risques. En fait. Quelque chose, et ça a été confirmé par les minutes, c'est que la Fed maintenant dit je veux pas maintenir une politique trop dure trop longtemps, des taux trop élevés trop longtemps. Alors que jusque-là, le discours, c'était plutôt... Higher for longer. Higher for longer, et s'il faut, on aura un peu de casse sur l'économie, mais c'est l'inflation le problème. Et donc ça change quand même les perspectives sur les primes de risque, il me semble, parce que ça veut dire que le risque de grosse correction des actifs, il est beaucoup plus faible maintenant que la Fed est moins biaisé sur un combat contre l'inflation et plus balancé entre la croissance et l'inflation. Bon, 2024, c'est l'année du retour du put de la Fed, c'est ça, Malik? Écoutez, il est trop tôt, honnêtement. L'année dernière, le consensus s'était trompé, donc cette année aussi, le consensus va se tromper. Donc tout le consensus opte pour un atterrissage en douceur, donc il va se passer l'inverse. Alors je ne sais pas quoi, quel est l'accident qui va nous amener dans l'autre camp. Mais le discours de la Fed, oui, il est plutôt logique. Et puis ce qu'ils ont annoncé aussi, c'est qu'ils allaient aussi commencer à réduire, en tout cas arrêter la hausse du bilan qui s'accompagne aussi avec la baisse du bilan. Non. Ils vont arrêter la hausse. Ils vont arrêter la baisse du bilan. Oui, pardon. Oui, c'est ça. On est d'accord. Réduire, voilà, c'est de baisse. Voilà, ralentir le rythme de baisse du bilan. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des options. Ça fait partie des options. Maintenant, pour le marché action en lui-même, la correction qu'on a subie depuis 2 jours, ça ne veut rien dire. Pour l'instant, on a eu une exagération aussi à la hausse suite au put de la Fed, au changement de direction de la Banque centrale. Donc c'est un peu normal qu'on corrige un peu les excès ce début d'année, que ce soit sur la partie taux ou que ce soit sur la partie action. Je pense que là, jusqu'au 12 janvier, début de publication des résultats, c'est là qu'on va savoir si vraiment les entreprises ont réussi à maintenir ces marges, si vraiment le ralentissement de l'économie est perceptible et est-ce que les entreprises sont confiantes? Parce que ce que la Fed a dit aussi, a dit que la croissance de l'économie réelle, elle n'est pas en phase avec ce que les entreprises semblaient vouloir dire au cours du 4e trimestre, que
il subissait un ralentissement et qu'il y avait un ralentissement et qu'il y avait un effet à venir sur les résultats. Donc je pense que le juge de paix, ça va être les résultats ici du 4e trimestre qui vont être scrutés avec attention pour voir si les entreprises ont réussi à maintenir ce cap au niveau de la croissance des bénéfices. Donc là, il y a quand même devant nous, comme régulièrement, à chaque publication de résultats, une reconnexion aux fondamentaux micro. Pour l'instant, on n'y est pas. Je pense qu'avec la publication des résultats, et vous avez vu, on a vu une grande société se faire dégrader récemment par deux brokers. On commence à avoir notamment je ne sais pas de quelle grande société vous parlez ici. J'ai vu qu'Apple avait été dégradé. C'est peut-être le genre de grande société, non mais emblématique. Voilà. Je sais que vous n'avez pas le droit de citer les noms. Voilà, Malik, c'est pour ça. bon. Merci pour l'aide. Et voilà, donc on commence à avoir quelques inquiétudes sur certains secteurs, notamment sur le maintien de la tendance qui était bien sûr assez forte au cours du 3e trimestre notamment. Mais c'est vrai que les 6 derniers mois ont été drivés uniquement par les taux. Oui. En fait, ça reste un peu le cas là en début d'année. À mon avis, ça va, comme il y a quand même encore des incertitudes, ça va rester le cas un peu. Mais peut-être qu'on va avoir aussi 2024 l'année un peu de l'atterrissage en termes de cycle économique, ce qu'on n'a pas vu du tout et ce qui intéressait pas du tout les marchés l'année dernière. On a eu des périodes de ralentissement, de réaccélération, c'est pas ça qui a fait bouger les marchés. À mon avis, je suis assez d'accord, via les résultats des entreprises, on va avoir un poids peut-être un peu plus important de l'économie réelle en 2024, parce que c'est là où on va voir l'atterrissage, s'il est en douceur. Et le problème, c'est qu'un atterrissage un peu plus dur, il commence par ressembler à un atterrissage en douceur. Oui. Donc c'est pour ça qu'il va falloir suivre les chiffres économiques, peut-être. Qu'il soit doux ou dur, un atterrissage commence toujours un peu en douceur, voilà, par un ralentissement, effectivement. Ouais. Et sur les attentes qu'on a pour les résultats d'entreprise, comment, bon, je sais pas, est-ce que le consensus a évolué un peu beaucoup ces derniers temps ? Oui, ça bouge tout le temps, mais ça bouge tout le temps, mais comme en début d'année et à la fin du dernier trimestre, on a révisé à la baisse les perspectives bénéficiaires de 2024. Beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, comme d'habitude. Ouais. C'est pas une surprise. Donc, mais on reste toujours sur une croissance positive de earnings, en tout cas pour l'instant sur l'année 2024, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Avec une particularité, c'est le Japon, encore une fois, qui pour l'instant s'en sort le mieux. Mais lui est dépendant de l'évolution à venir du yen beaucoup plus qu'aujourd'hui. Des perspectives, en tout cas, je pense, des perspectives bénéficiaires des entreprises. Mais il y a un point important aussi à noter. On ne sait pas trop bien, sur l'évolution récente des taux, qu'est-ce qui a fait bouger les taux ? Est-ce que c'est la perspective que l'inflation allait baisser ? Vous parlez de la baisse des taux réels qu'on a vu en fin d'année dernière. Ou est-ce que, parce que quand on regarde le marché des taux, moi, à mon avis, le marché des taux, il a commencé à presser une récession à venir. Parce que la baisse qu'on a eue, elle est aux mêmes conséquences. Je ne pense pas qu'elle soit due uniquement à l'anticipation d'une baisse et un retour sur l'objectif de 2%. Et c'est là que le marché va peut-être changer d'attitude et qu'il va y avoir... Il va réanalyser les choses, en fait. Et se dire, la récession, elle n'est peut-être pas là, en fait, et la résilience de l'économie, elle est réelle, et là, on va voir un réajustement des taux. C'est pour ça qu'en ce début d'année, il est difficile de dire, parce qu'on entend partout, c'est l'année des taux encore. C'est là qu'il va falloir se positionner. Ce n'est pas une certitude, à mon avis. Mais on voit, les taux, effectivement, remontent. Alors, il y avait aussi cette question de positionnement, il faut le dire. Il y avait un positionnement extrêmement short obligataire à la fin du mois d'octobre, c'est ça, quand on avait le 10 ans à 5%. Et d'ailleurs, le rallye obligataire a commencé avant la prise de parole de Powell et qui a magnifié encore un peu le mouvement. Mais le positionnement a beaucoup joué aussi, j'imagine, dans ces mouvements de marché jusqu'à la fin de l'année. Le début d'année, de ce point de vue-là, permet peut-être il y a aussi réévaluer un peu la situation. Quand on était monté au plus haut sur les taux, il y avait des grosses craintes sur les émissions. Et ce qui est amusant, c'est que là, maintenant, les taux bougent qu'en fonction de la Fed. Là, depuis 2 mois. Je voudrais juste rappeler qu'on va quand même avoir des émissions très très importantes. Aux États-Unis, 2 fois plus importantes cette année que l'année dernière. En zone euro, aussi importantes que l'année dernière, ce qui était déjà un plus haut depuis 10 ans. Et donc, sur la partie longue des taux, il faut regarder, bien sûr, ce que fait la Fed, la BCE et tout ça, mais garder en tête qu'il faut que le marché absorbe beaucoup de dettes publiques.
Et donc ça, c'est aussi savoir que même si on a le ralentissement de l'inflation, est-ce que les taux longs vont baisser beaucoup ? C'est pas sûr du tout à cause de cet effet de flux. Ça plaide toujours plus pour l'idée du portage que pour l'idée de la plus-value obligataire. Hein, c'est ça, si je vous comprends bien. Ouais. Mais la différence, que quand on se posait la question, est-ce que les déficits peuvent se financer, et on fait monter les taux à 5, c'est qu'on n'avait pas atteint la hausse des taux courts. C'était la dernière. On n'avait pas. Là, on est dans un schéma, on est sûr. Oui. Il y a une chose qu'on est bien sûr, c'est que les taux courts vont... Voilà. Ont entamé un cycle de baisse. Voilà. Et donc, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, on sait que, à la limite, si vous avez plus d'émissions, mais que vous savez que les taux vont baisser, je veux dire, à 3,80, j'achetais pas, mais à 4,10, je veux bien racheter, du coup, parce que je sais que derrière, j'aurai des taux courts qui vont diminuer. Donc, je pense pas qu'on ait encore à nouveau cette crise de confiance qui nous amène à du 5. Il y aura des acheteurs. On trouvera des acheteurs. Moi, je pense, oui. Ouais. Alors, je suis d'accord. Il y a juste la question de l'année électorale. Ouais. Alors, qui n'est pas vrai aux États-Unis, enfin, je pense, mais qui va se poser notamment au Royaume-Uni, potentiellement en Inde ou dans d'autres pays comme ça, c'est que souvent dans les années électorales, le gouvernement aime bien faire quelques chèques avant les élections pour augmenter ses chances d'élection, et donc ça pourrait creuser un peu plus les déficits et remettre le sujet sur le tapis. C'est pas mon scénario central. D'accord. Mais c'est quelque chose qu'on va falloir regarder. Ouais. Je dis c'est pas le cas aux États-Unis parce que jusqu'à l'élection, on a un congrès qui est bloqué. Et donc, et c'est peu probable que les républicains fassent des cadeaux à Biden avant les élections. Donc, j'y crois pas trop pour les États-Unis. Mais voilà, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont commencé à annoncer des baisses de taxes qui restent assez limitées pour l'instant. Est-ce qu'ils vont pas en annoncer d'autres avant des élections anticipées, c'est une possibilité. Les baisses de taxes ne sont pas financées. Alors, pour l'instant, elles sont financées par le fait que l'économie du Royaume-Uni aille mieux qu'attendu. D'accord. Donc le déficit n'est pas pire que ce qu'on pensait. Mais ça pourrait aller un peu plus loin, et c'est pas le scénario central. Mais c'est un risque dans cette dynamique où les déficits restent élevés, le coût de la dette est un peu élevé, et donc... Voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas depuis 30 ans. Donc c'est pour ça que c'est important de dire que c'est quelque chose qui est à suivre. Ah ouais. Je rappelle, c'est 60% du PIB mondial qui va voter cette année. C'est ma petite obsession de 2024. Non, mais c'est historique. Voilà, quel impact est-ce que ça aura ou pas sur les marchés ? On verra ça au fur et à mesure. Mais c'est quand même... une source de volatilité supplémentaire, en fait. Oui. Oui. Il n'y a pas d'impact plus, mais c'est un peu plus compliqué. C'est déjà pas simple. C'est des incertitudes et des points d'interrogation supplémentaires, effectivement, pour les investisseurs qui ne vivent pas totalement non plus dans un monde déconnecté des réalités politiques des uns et des autres. Dans le panorama des marchés, il y a toujours évidemment le sujet de la Chine. Malik, je me tourne vers vous. J'ai l'impression que la capitulation des investisseurs vis-à-vis de la Chine, elle a déjà eu lieu depuis un moment, d'une certaine manière, sans pour autant de déclencher de rebond, même quelque chose d'un peu marginal qui permettrait quand même de dire qu'on a touché un point bas, je ne sais pas, sur le risque politique, sur le risque économique ou sur le risque boursier. On a eu encore l'exemple du secteur des jeux vidéo en fin d'année dernière qui a refroidi un peu tout le monde. Bon, quelle chance on donne à la Chine en 2024 ? C'est une très très bonne question. Je sais, oui. Sachant qu'on commence aussi... C'est une question dure, surtout. Non, mais je vais répondre, sachant qu'on commence aussi par les élections taïwanaises. Donc, oui, dans 10 jours. Dans 10 jours, qui vont avoir aussi leur impact sur le marché chinois, indéniablement, en fonction de la réaction des autorités chinoises aux résultats. Alors, comme vous le mentionnez, ce qui m'a surpris ce matin, c'est qu'on a eu des PMI chinois qui étaient un peu mieux orientés, avec un rebond autour de 52, et ce qui n'a pas alimenté le rebond du marché action. Est-ce que le marché avait aussi fortement anticipé en fin d'année, puisqu'on avait eu un rebond de 7% des indices, chinois et chinois notamment. Alors le problème reste toujours entier, c'est le problème de l'immobilier, et comme on le mentionnait, et tant qu'on n'est pas sorti de ces difficultés qui pèsent sur le marché de l'immobilier, on aura du mal à avoir un catalyseur pour le marché chinois. Le seul catalyseur que je trouve, moi, à mon avis, et c'est pour ça que je persiste à dire que, même si je me suis trompé en 2023, qu'en 2024, le marché chinois restera incontournable, c'est la valorisation des actions chinoises qui sont un plancher. Et comparativement, même si on prend les valeurs technologiques chinoises par rapport aux valeurs technologiques américaines, moi je me suis
plus à même d'aller me positionner sur les valeurs chinoises, malgré ces problèmes de régulation sur lesquels ils reviennent à chaque fois et qui perturbent les investisseurs. Mais le gouvernement est prêt à stabiliser les choses, prêt à stabiliser la croissance économique. Il y a un soutien qui va arriver, qu'il soit fiscal ou budgétaire, mais il arrivera indéniablement pour maintenir cette croissance-là. Mais le vrai... À un moment, Pékin ne peut pas rester insensible à la réalité économique que traverse le pays aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée de dire c'est politique first et l'économie on verra après, ça tient un temps, mais ça ne peut pas tenir tout le temps. Ça ne peut pas tenir. Ouais. Je pense qu'il y aura un stimulus, un stimulus qui permettra au marché action de décoller. Donc, quand vous regardez les différences entre le rendement sur les actions et le rendement sur les obligataires, il y a aussi un call aujourd'hui sur le marché actions pour y revenir. Alors, est-ce que c'est maintenant, sachant que le marché chinois réagit très rapidement, lui. Il ne vous laisse même pas le temps de vous retourner. Donc, mais je pense que ça devrait être l'année quand même des actions chinoises. Il y a un plancher, on avait fait le calcul, donc c'est 60% de baisse pour la MSCI China depuis le point haut de 2021. C'est 2021 le point. Le poids des actions chinoises dans l'indice émergent est passé de 40 à 26%. Oui. Quand même une cure d'amaigrissement. Et les ventes immobilières ont baissé de 70%. Oui. Autre chiffre qui m'a marqué, puisqu'ils arrêtent de publier pas mal de statistiques, visiblement il y a encore des chiffres quand même sur les salaires à l'embauche. J'ai vu ça, alors agrégé, trois trimestres dans le privé, dans les grands pôles urbains chinois, ça baisse depuis quasiment un an, les salaires à l'embauche. Ce qu'on n'a pas vu depuis que les statistiques existent de ce point de vue-là. C'est vrai. Après, cette difficulté économique, elle doit appeler quand même à un moment une... Je sais qu'ils peuvent endurer beaucoup de choses, mais... on peut séparer un peu l'économie des marchés. Sur le plan économique, je suis assez positif parce que en fait, les autorités, elles ont remis le focus sur la croissance depuis novembre-décembre. On l'a vu avec les annonces, notamment dans leurs documents, ils ont retiré le fait que l'immobilier soit fait pour vivre et pas pour investir, enfin des choses un peu. Et ils ont augmenté le soutien et budgétaire et monétaire avec des injections de liquidités de la Banque centrale. Tout ça, ça suggère qu'ils veulent vraiment stabiliser vers les 5% la croissance, un peu au-dessus de ce qui est attendu aujourd'hui. Et donc ça, je pense que, et notamment, on verra si l'immobilier se stabilise, parce que c'est ça qui... Ça, je pense que là, ça devrait marcher au moins pour 2024. La question après, c'est sur les investissements, enfin les actifs. Et là, il y a un autre problème, c'est la géopolitique, en fait. Est-ce que c'est investissable d'être en Chine ? Pour les investisseurs américains, ça devient de plus en plus compliqué. Et du coup, c'est pour ça, nous, on préfère jouer à la limite des proxys de la Chine pour jouer sur de l'activité qui devrait se stabiliser et être moins pire que ce qu'on peut craindre aujourd'hui, et tout en évitant le problème, parce que le problème des valorisations des actions chinoises, c'est quelle est la bonne valorisation ? Intégrant le risque chinois spécifique. Exactement. Et le changement de paradigme, en fait. Parce que d'habitude, on fait le price-earning ratio, il est par rapport à sa moyenne sur 10 ans, très bas, très haut, proche du point bas, tout ça. Mais les 10 dernières années, c'était une autre histoire. Exactement. C'est ça. Et les liens d'investissement et import-export, toutes ces choses-là, elles changent. Et donc, c'est pour ça que nous, on préfère s'exposer via des entreprises coréennes, japonaises, où il y a moins d'incertitudes sur le plan politique et par contre, qui peuvent bénéficier... Il y a un effet de traction possible. Un effet de traction plus économique. Bon, après, en termes de flux, même s'il y a moins de monnaie étrangère qui viendra sur la Chine, il y aura marginalement toujours quand même un flux qui viendra de l'étranger, j'imagine. La question, mais elle se pose, c'est est-ce que la Chine est investissable ? Pour certains investisseurs, elle ne l'est plus. Mais c'est la deuxième économie du monde et on ne peut pas mettre de côté, je pense, une deuxième économie du monde. Petite parenthèse, c'est quoi ? C'est le client qui décide ça ? C'est au client de décider si mon gestionnaire d'actifs a le droit ou non d'aller investir en Chine. Non, mais il y a le gestionnaire d'actifs qui déjà prend la décision et considère que l'univers est investissable ou pas pour des raisons que l'on connaît, que l'on connaît tous. On parlait des Américains, avec toutes les pressions qu'ils mettent. Oui, c'est ça. Oui. Sur les entreprises américaines, bien sûr, ça rend difficile l'investissement sur les entreprises chinoises, mais qui ont la capacité aussi de se diversifier autrement.
Le seul problème, je suis d'accord que un rebond de la croissance économique chinoise, bien sûr, va peser positivement sur les économies de la région. Mais on a vu que la région en elle-même, ex-Chine, les indices ça a déjà beaucoup monté. Ça a déjà, beaucoup monté. Non, déjà bien progressé. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que l'écart de valorisation. Et puis c'est vrai, on va me dire c'est quoi la valorisation du marché chinois. Alors prenons le marché de Hong Kong. Hors Chine, hors valeur Chine, même s'il fait partie de la Chine. Là aussi, vous avez des niveaux de valorisation qu'on n'a jamais atteints depuis une dizaine d'années. Voilà, à un moment, il y a un cas. Comme les valeurs les petites valeurs en France, hein, mais quand c'est pas parce que vous êtes savoirien que tout le monde achète. Hein. Vous avez une croissance économique. Donc, de 5%. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. En fait, il y a le scénario macro, il n'y a aucune justification pour la macro chinoise, et n'y compris le marché financier. En macro, le modèle économique chinoise il est complètement cassé. C'est-à-dire qu'en fait, il était basé sur l'export. C'est mort avec la géopolitique. On a changé nos chaînes de production. Et ils se sont tournés vers le consommateur. Le consommateur, il s'est pris deux claques. Un, avec le Covid, il s'est fait enfermer. Et deux, son épargne est dans l'immobilier. Et l'immobilier, il ne peut plus rien en faire. Et dès qu'il bouge un œil, boum, il s'en prend une parce qu'il joue au jeu. Donc en fait, je vois pas pourquoi. C'est pire que le Japon. Pour moi, je comparais avec le Japon. On en a parlé souvent. Hein. Oui, on parle de déflation. Des déflationnistes. Voilà, japonisation, donc, ça concernait l'Europe, peut-être toujours, voilà. Mais ça concerne. Donc il n'est pas prêt de repartir le modèle économique. Et puis l'instabilité supplémentaire en termes de géopolitique et politique intérieure fait que même si la macro est tenable. D'un point de vue financier, je ne vois pas pourquoi vous avez encore un peu plus de contraintes géopolitiques, politiques, parce qu'on a décidé Après, ils se sont parlé, on se reparle au plus haut niveau. C'est ce qu'on a vu quand même sur la deuxième partie de 2023. Biden Xi se sont vus, après que Yellen y soit allé, Blinken, etc. On a remis des relations au plus haut niveau entre les généraux, les armées, la défense, etc. Ça permet de calmer un peu tout le monde. Il y a une parenthèse, visiblement, qui permet un dialogue, en tout cas à ce niveau-là, même de façade. Mais les chaînes de production, quand elles sont parties, elles sont parties. Enfin, je veux dire, à aujourd'hui, ça, c'est de la poudre. On se parle. Bien sûr que non, on se parle pas, bien sûr. Enfin, on peut se parler, mais... on fait des photos, quoi, quand même. Voilà, on fait des photos. Mais ça change rien. Oui. Ça change rien. Je pense que c'est pas... En même temps, la Chine interdit l'exportation de terres rares, et puis de l'autre côté, on dit, non, faut pas... ASML, non, vous sortez pas vos... Ah bah oui, bon, alors, donc, on a beau se parler, mais si je dis, non, tu touches pas, tu lui envoies rien du tout, on peut se parler longtemps, ça change rien. Non, je suis pas spécialiste encore, mais je pense qu'il y a autre chose à faire. Un petit truc c'est après la nouvelle déroute du secteur des jeux vidéo, donc... Ils ont quand même remercié le patron du régulateur des jeux vidéo qui avait eu la bonne idée du projet de régulation qui a fait perdre 80 milliards de market cap à Tencent et aux autres du secteur. Alors je ne sais pas dans quelle mesure Pékin s'est positionné par rapport à ça après la déroute boursière, mais en tout cas visiblement c'était pas l'objectif, c'était pas ce qu'ils voulaient voir. Et ce qui fait dire aux observateurs que Pékin reste quand même à ce stade sensible à ce qui concerne l'investissement et l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la zone euro au milieu de tout ça, puisqu'on fait un tour d'horizon un peu des enjeux 2024 La surprise, elle peut venir de là. Alors, voilà. Puisqu'on joue le jeu des surprises. Ça veut dire, la surprise peut être positive. Hein. Oui, non, bien sûr. Oui. Sans la Chine, non. La Chine, la surprise... Sans la Chine, non, mais oui, mais... Donc pour qu'il y ait des bonnes surprises en zone euro, il faut qu'il y ait des bonnes surprises en Chine. Non. Mais si, avec l'économie allemande, indéniablement. Ah oui, non, je parlais de la bonne surprise chinoise parce qu'elle n'a rien fait jusqu'à maintenant et que la bonne surprise financière pourrait venir de la Chine. Je me suis mal exprimé. D'accord. Et donc peut-être dans le même scénario, puisqu'on n'attend rien de l'Europe, peut-être la bonne surprise, c'est que l'Europe finalement pourrait revenir un peu plus attractive. Pour quelle raison le même que pour la Chine. C'est-à-dire que, d'accord. Parce que la défiance est telle vis-à-vis de l'Europe Oui, la défiance est telle que... pourquoi pas le... Non, mais enfin, mais moi, je considère qu'il y a toujours un réservoir potentiel de bonnes surprises en zone euro, alors qu'il y a parfois un réservoir qui s'exprime pas ou qui reste inexploité, malheureusement. Mais il y a quand même, sur le plan économique, des forces positives. Je le dis aussi comme ça. Sur le plan économique, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que ça fait un peu plus d'un an qu'on stagne. Qu'on est à zéro. On est à zéro et l'emploi continue à croître. Ah ouais.
Et là, on a eu les chiffres de décembre pour l'Espagne, pour l'Allemagne, et ça tient. C'est emploi maximum. C'est 50 millions de personnes en Allemagne qui sont en emploi aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. Exactement. Et donc, si l'emploi tient et que vous avez un ralentissement de l'inflation aussi fort que ce qu'on a dernièrement, ça permet normalement de moins mettre la pression sur le consommateur, qui a, contrairement aux États-Unis, un taux d'épargne très élevé, notamment en France, mais pas seulement. Et donc, c'est ça qui nous fait dire que ça peut tenir. Alors le problème, c'est qu'on a toujours une politique monétaire très dure, mais là aussi, la politique monétaire, ce qui est intéressant, c'est qu'en zone euro, elle a impacté plus vite qu'aux États-Unis. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a une économie où les banques sont plus importantes et les banques sont beaucoup plus vite impactées par la politique monétaire que les entreprises qui émettent des obligations longues ou que le mortgage américain, enfin l'immobilier américain qui est financé via des. Et ça marchera dans le sens longues. aussi. Ça marchera aussi quand la BCE baissera ses taux. Ça ira. L'effet se diffusera plus vite. C'est un espoir. Parce que si la BCE attend pas trop pour baisser ses taux. On est un peu dans le sens contraire de la Fed. Oui. Le risque, c'est que la Fed baisse trop vite et que l'inflation ne revienne pas à 2%. Ouais. Pour moi, en zone euro, le risque, c'est que la BCE ne baisse pas assez vite et du coup fasse une récession ou continuer la stagnation plus longtemps alors que ce n'est pas nécessaire. Et en même temps, plus la Fed baissera tardivement ses taux, plus la BCE sera tentée de ne pas trop prendre d'avance par rapport à la Réserve fédérale américaine. C'est ça. C'est vrai aussi, sauf que je pense qu'ils sont un peu plus indépendants que dans les cycles passés. En fait, depuis Draghi, depuis 2015, 14-15, on a vu que la BCE était capable de diverger par rapport à la Fed, ce qu'elle ne faisait pas du tout par le passé. Ouais. Donc, mais c'est vrai, ça joue, ça joue quand même, ça joue sur les taux longs européens, quand les taux longs américains bougent, tout ça. Mais disons que... voilà, le consensus, il attend une croissance de 0,5% cette année pour la zone euro. C'est battable ? Moi, je trouve que c'est raisonnable. Et c'est battable si on a des bonnes surprises. Alors, il ne faut pas qu'on ait une remontée du prix du pétrole. Nous, on est, étant plus ouverts et effectivement pas producteurs de pétrole, on est beaucoup plus soumis à des chocs extérieurs. Il y a toujours des risques, mais... Je dis que s'il y a un endroit où c'est battable, le consensus cette année, c'est sur la zone. Juste au passage, là, puisqu'on parle du pétrole, mais de l'offre, le cas mer Rouge, là, ça fait quand même plusieurs semaines que ça dure, tout le monde regarde ça. Regarde les cours du pétrole, il n'y a pas d'envolée majeure non plus, mais est-ce que ça remet l'idée d'un choc d'offres qui se traduirait de manière macroéconomique à un moment sur le devant de la scène, ou pour l'instant ça, j'y crois pas. D'accord. Le risque, pour moi, il est sur l'Iran. Oui. Et du coup, le pétrole et le gaz, enfin, si l'Iran bouge. C'est plus le détroit d'Ormuz que la mer Rouge pour vous. Exactement. Le détroit d'Ormuz ou un impact sur les capacités de production de l'Arabie Saoudite si l'Iran s'amuse, comme elle a pu déjà le faire par le passé, à envoyer quelques drones. Ça aurait un impact. La mer Rouge, le truc, c'est que ça augmente un peu les délais parce qu'il faut faire le tour de l'Afrique, mais en termes financiers, de coûts et tout ça, c'est pas un choc. On regarde du nombre de conteneurs qu'on porte sur un porte-conteneur. Pourtant, les frais maritimes commencent à remonter. Ont monté fortement, et même certaines entreprises ont doublé le prix. CMA, CGM a lancé son doublement. Donc ça va avoir des impacts au moins sectoriels, microéconomiques. Des impacts micro-sectoriels très importants, oui, bien entendu. Puis ça peut avoir un effet inflationniste. À terme. C'est la question. Si les problèmes perdurent. La durée compte dans ce genre d'affaires de point d'offre. Je crois que c'est 60 jours de plus pour pouvoir contourner. Je crois que c'était en moyenne 60 jours de plus. Sur les statistiques que j'avais lues. Donc ça, c'est un élément aussi qui peut inquiéter. En plus, vous avez les prix du pétrole pour l'instant qui sont assez calmes. On dira malgré les dernières tensions. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Et pour finir sur l'Europe, si côté macro, on peut avoir des surprises positives. Oui. Mais côté micro, c'est un peu plus délicat par contre. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'évolution des marges des entreprises, c'est la seule zone qui a connu une baisse des marges sur l'année 2023. Toutes les autres zones, les entreprises ont réussi à augmenter leurs marges et la zone euro, c'est la seule. Alors, est-ce que c'est dû à l'impact des hausses salariales qui ont été un peu plus importantes en zone euro récemment ? Mais ça montre qu'elles n'arrivent pas à piloter
comme le font les entreprises américaines, qui sont beaucoup plus fortes à maîtriser. Il n'y a pas la même productivité en Europe, aux États-Unis. Mais il y a surtout un manque de pilotage. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi qu'on a plus avancé dans l'ajustement, en fait. C'est que le fait qu'on ait stagné depuis un an, tout ça fait que les pressions inflationnistes domestiques ont commencé à baisser en zone euro. Ce n'était pas vraiment le cas encore aux États-Unis. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut avoir une inflation qui revient vers les 2% avant la fin de l'année, dans la seconde partie de l'année en zone euro. Et je pense qu'aux US, c'est un peu plus difficile. On a vu qu'aux États-Unis, quelle que soit l'évolution, inflation ou pas inflation, les entreprises réagissent et s'ajustent rapidement et arrivent à maintenir des marges stables. C'est ce qu'on a vu. Ce qu'on n'arrive pas à faire en zone euro, encore une fois. Mais parce que vous n'avez pas encore eu de vrai ralentissement de l'inflation domestique aux États-Unis. En fait, quand même. On est toujours dans l'illusion inflationniste. Si on enlève. Si vous enlevez les coûts de la, comment dire, des matières premières et du pétrole. Exactement. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est que en zone euro, on n'est pas en gros déséquilibre. Mais non. On n'est pas en grosse surchauffe. Non. Alors que pour moi, aux États-Unis, on y est encore. Oui, la demande est allée bien au-delà de la trajectoire pré-Covid aux États-Unis. Jamais on a vu ça en zone euro. Il y a quelque chose peut-être qu'on peut sous-estimer, c'est l'amélioration des conditions financières. Puisqu'on parlait de petites entreprises, tout était bloqué. Oui. Et dès lors qu'on commence à envisager une baisse des taux, encore une fois, je ne suis pas omnibulé par les taux, mais ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on me dit, bon, allez, encore quelques mois, et puis les banques sont peut-être un peu plus souples, et ainsi de suite. Et moi, ça peut débloquer pas mal de choses, en fait, et changer un peu la donne. Et la surprise peut être là. C'est-à-dire qu'en fait, même si on n'a pas une baisse de taux au mois de mars, avril ou mars, peu importe, qu'elle est anticipée et qu'elle est un peu programmée par les banques, et on voit dans les marchés, on commence à être un peu plus souple. Je ne parle pas encore de l'immobilier, mais on peut aussi en parler. Ça peut déclencher effectivement le petit plus qui fait que on passe à un échelon supérieur en termes de croissance, et peut-être pas de croissance, mais de réactivité à la fois de l'offre et donc de la demande aussi, je pense. Ça redonne un peu de visibilité, de confort, mais ça change dans la prévision. Encore une fois, les chiffres de l'inflation, quand Mash Nobel nous dit je pensais pas qu'on baisserait aussi drastiquement l'inflation. On a eu un choc d'inflation négatif fort, quand même. Quand les faits changent d'avis. Reprenant la formule célèbre, c'était un des derniers discours clés d'Isabelle Schnabel en fin d'année dernière. Après, j'ai vu de ses dernières interviews aussi, dans un magazine allemand, on lui dit, mais si l'inflation est à 2,1, ah non, on veut voir 2. C'est-à-dire que non, mais il fallait bien. Voilà, il y a quand même encore cette idée il faudra voir 2. Bon, on verra. Logique d'investissement. Une fois qu'on a raconté tout ça, comment on est positionné là en ce début d'année, et je sais pas quel va être un peu, qu'est-ce qui va caractériser pour vous cette année 2024 sur le plan de l'investissement, Malik? J'espère qu'il y aura une rotation un peu sectorielle qui va se mettre en place et qu'on peut revivre 2023, tiré par les grosses... Donc diversification. Oui. L'idée que c'est peut-être le moment de se déployer un peu plus que... Oui, l'année dernière, c'était pas du tout le cas. Il fallait pas se diversifier. Je pense que cette année... Alors, ça dépendra du scénario aussi qui va se mettre en place, bien évidemment. Mais si on reste sur une situation de croissance modérée avec un atterrissage en douceur, je pense que oui, qu'il y aura une prime à la diversification. Et c'est quoi une diversification pour vous? Monsieur en parlait, bien sûr, les small caps, parce qu'on l'a vu l'envolée de décembre, parce qu'on avait cette anticipation de baisse des taux et d'amélioration des conditions de financement. Il faut aller inverser les paires de l'année dernière, c'est-à-dire se positionner sur les émergents versus les développés, aller sur les small caps versus les grosses caps, aller sur les quality weighted, par exemple sur les S&P, et éviter un peu les valeurs technologiques qui sont survalorisées, et privilégier les émergents qui devraient dans ces conditions quand même offrir une attractivité un peu plus importante après la déception encore une fois de 2023. Sur cette idée-là, oui, d'accord. Ouais, alors en fait, il faut à la fois être contrariant et à la fois être suiveur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des tendances fortes
on parlait des mid and small jusqu'en décembre, on l'a dit suffisamment, ça a été violent. Ah oui. Et puis là, ça c'est depuis 2-3 jours, Oui. j'aime pas trop leur réaction, en fait. Donc ce qui fait me dire que quand le moment est puissant, il faut y être, et là j'arrête d'être. J'attends un petit peu de voir si les flux arrivent, et si les flux n'arrivent pas, je repars, parce que ça sert à rien d'insister. Et alors, inversement, sur les grosses, le luxe, pour l'instant, mais il a corrigé, on est déjà à moins 5 depuis Bien sûr, le début de l'année. Puis ça n'avait pas fait grand-chose l'an dernier, ouais. voire négatif. Donc, il faut être contrariant pendant ce temps-là. Donc là, on a fait le plein en fin d'année, pour la première fois d'ailleurs, de défensive. Et je pense qu'on va basculer comme ça, sans arrêt, en fonction des taux, encore une fois. Donc il faut être très diversifié sur les grosses et être contrariant sur les grosses. Xavier, le point de vue, c'est aussi d'être très diversifié, mais entre les classes d'actifs. Parce qu'en fait, il n'y a aucune, que ce soit les actions ou les taux, on ne voit pas de valorisation complètement... à la cave. Ni à la cave, ni délirante. Ni délirante. D'accord. En fait, et comme il y a encore, comme on disait, une incertitude autour du scénario qui est très grande, il faut être capable... On n'a pas envie d'être complètement sous-pondéré sur une grosse classe d'actifs. Et par contre, être capable de réagir en fonction, parce que je pense qu'il va quand même y avoir pas mal de volatilité. Oui, comme je disais, on sortira des rails à certains moments par rapport à un scénario un peu voilà, un ce peu ne sera parfait, pas une ligne droite, Ouais. mais sur le total de l'année, je ne serais pas étonné qu'on ait une surperformance des actions par rapport aux obligations au final, sur l'ensemble de l'année. Ouais. Bon, on est à 41 mois consécutifs de baisse de l'obligataire. Quand même un sacré bear market pour l'instant. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché pour cette 3e séance de l'année 2024. La première séance de hausse pour les actions européennes, plus 0,5% à Paris ce soir. Eric Venet était avec nous, Montbleu Finance, Malik Hadouk, CPR Asset Management et Xavier Chapard, LBPM. Dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des placements et de l'univers des placements pour 2024 qui semble le plus approprié selon l'analyse de Stéphane Van Nuffel à mes côtés en plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là, directeur général de netinvestissement.fr. Oui, l'idée était de faire un tour d'horizon. Alors on sera pas exhaustif évidemment, mais bon, quand on parle placement, il faut commencer par l'immobilier avec toutes les difficultés qu'on suit, qu'on commente, qu'on analyse ici jour après jour. Si on se projette sur 2024, et je me mets dans la peau de quelqu'un qui a des liquidités, parce que c'est quand même ça la question. Ceux qui sont cash, qui sont liquides aujourd'hui, évidemment, sont peut-être un peu tentés de se dire que c'est un marché d'acheteurs et que c'est peut-être le moment de commencer à mettre des petits tickets ici et là en 2024. Est-ce que ça paraît être approprié, bonne idée? Évidemment, de toute façon, l'immobilier, Grégoire, reste le placement préféré des Français parce que c'est tangible et palpable et que même quand c'est secoué, évidemment, comme c'est un placement qui par essence même, c'est dans le mot, reste normalement peu mouvant. Et donc, il y a une notion de temps très longue. Logiquement, il y a toujours un bon moment pour rentrer dans l'immobilier. Il y a une phrase d'un tycoon canadien qui dit « Il ne faut pas attendre pour investir dans l'immobilier, il faut investir dans l'immobilier et attendre ». Là, on ouvre une porte qui est ouverte depuis 20 ans, mais c'est d'une logique implacable que les Français ont un peu oublié les 10 dernières années, parce qu'un marché de taux très particulier, très très bas, des prix qui ont beau évoluer comme vous êtes solvable, vous y allez. Et donc, on a oublié ça. Et les gens de ma génération, qui ont plus de 40 ans, eux, ils se rappellent des taux à 4, à 5, et le marché était parfaitement fluide. Là, aujourd'hui, évidemment, je pense que quelqu'un qui a toujours une capacité d'emprunt, Grégoire, peut encore faire de l'immobilier, il a tout intérêt à le faire. Évidemment, celui qui est cash, c'est encore plus simple. Maintenant, il faut choisir dans quoi. Oui. Voilà. Il n'y a pas un immobilier. Il y a des immobiliers, des manières d'investir, etc. Et dans l'immobilier, déjà, il y a l'immobilier physique, l'immobilier direct, celui dont on parle le plus courant, la résidence principale, la résidence secondaire, le locatif, Airbnb, etc., qui parle le plus aux Français. Après, évidemment, il y a la pire papier, le private equity immobilier, mais là, déjà, on financiarise un peu les choses. Ouais. Donc, ça complique un peu les choses dans la compréhension. Si on reste sur l'immobilier direct, il y a en 2024, évidemment, énormément d'opportunités. Il faut avoir les moyens. Il faut être solvable. Parce que là, en ce moment, il y a un vrai plateau, et je pense que c'est ça qui est un peu incompréhensif pour les spécialistes de l'immobilier que je rencontre, et dont j'espère faire un peu partie après 20 ans. C'est qu'aujourd'hui,
vous avez une crise de taux bancaire au départ. La crise immobilière, elle n'existe pas. Vous n'avez pas un moins 15, moins 20 sur les prix. Donc, en fait, il n'y a pas de krach immobilier du tout. Les taux bancaires ont été tellement brutaux qu'il y a cette réaction fondamentale qui est très nouvelle. C'est qu'il y a un plateau où il y a une sclérose de la demande avec des gens qui sont moins solvables, puisque les taux ont augmenté, ça a éliminé les emprunteurs. Et de l'autre côté, les Français, ils veulent plus vendre parce qu'ils se disent sinon les prix vont baisser et on commence à avoir des négociations, mais des pseudo-négociations. C'est une crise des transactions. En fait, on a les deux. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une crise de l'offre, une crise de la demande, et donc on a un plateau de plusieurs mois. Et là, je pense que les pouvoirs publics sont un peu désarmés parce qu'en général, on a l'une ou l'autre. Voilà, c'est soit la demande qui s'écroule, soit l'offre, et on utilise comme ça des moyens de relancer. Là, pour l'instant, c'est flat. Donc l'opportuniste qui arrive avec une capacité d'emprunt, une grosse tranche d'imposition pour faire des dispositifs de défiscalisation intéressants, ou des gens qui viennent avec du cash pour faire du meublé, pour acheter des nues propriétés, des choses comme ça qui permettent à la fois de défiscaliser, mais aussi d'acheter de l'immobilier un peu fin de programme ou fin de stock. Ou alors celui qui se projette vraiment. Je pense à Pinel Plus, dans 12 ans minimum, ou dans du réhabilité ancien. Vous voyez les fameuses passoires thermiques qui passent en déficit foncier en doublant le plafond du déficit foncier si il est EFG. Donc en fait, toutes ces choses-là, forcément, celui qui va s'intéresser, il a énormément de choses à faire en immobilier. Et contrairement à ce qu'on croit, en fait, rien n'est fini. Au contraire, là, les cartes ont été un peu rebattues parce que tant mieux un peu, hein, ça a quand même calmé un peu tout le monde, ces taux. Voilà, parce qu'il y avait une embellie. Moi, je suis bordelais, vous le savez, Grégoire. Il y a des endroits à Bordeaux, vous avez beau être dans la métropole bordelaise, vous étiez quand même à 35 minutes du centre de Bordeaux et les prix avaient commencé à atteindre la deuxième couronne parisienne. Donc là, il y a un moment donné, il fallait dire un peu mollo. Donc on revient à des choses un peu plus raisonnables. Bon, année d'opportunité quand même. De toute façon, il faut rester comme ça. optimiste. Oui, non, mais de toute façon, il y a toujours des opportunités. Mais là, ce sera intéressant de voir effectivement. J'ai hâte d'être en fin 2024, voir effectivement ce qui se sera passé sur l'immobilier, si c'est une année de redémarrage, de refluidification du marché immobilier. À l'autre bout du spectre, et volontairement, parce que on parlera pas des taux et des actions, j'en parle tous les jours. Voilà. Et je voulais aller à l'autre bout du spectre avec vous, de l'immobilier aux crypto-actifs. Ah oui. Non, mais parce que vous êtes plutôt un avocat, en tout cas de ceux qui défendaient l'idée que il y a une phase d'institutionnalisation de ces cryptoactifs qui est peut-être là en ce moment. C'est peut-être l'âge de l'adolescence, de la grande adolescence, de début d'une forme de quelque chose d'adulte. Je ne sais pas. En tout cas, le monde des placements, je parle des conseillers, CGP que vous représentez ou d'autres, est en train doit regarder ça de plus en plus près. C'est ce que vous dites en tout cas, Stéphane. En fait, il y a trois phases dans ma compréhension en tant que conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier. Il y a dans la compréhension des cryptos, et j'ai été associé pendant très longtemps avec quelqu'un qui est devenu très spécialiste de la crypto. Ouais. Et là, on n'était pas d'accord avec Karl à l'époque. C'est lui était très cofondateur le cofondateur de Net Investissement, était très dans la philosophie, en particulier de Bitcoin. Donc lui, vraiment, il était sur la décentralisation. On réduit les coûts, on arrête d'avoir finalement les grands banquiers au-dessus. On décentralise. Tout à fait logique quelque part. Il y avait une certaine logique. Et puis moi, je lui disais non, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on sait que tout produit, service financier qui devient intéressant, à la fin, il finit toujours dans les mains de la SEC qui doit donner un label. Pour faire un peu son français de service, je dis ça finit toujours entre les mains de Goldman Sachs où ça parle aux gens, le grand méchant loup. Il y en a d'autres des bien pires, mais c'est pas grave. Donc en fait, la première phase, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement il y avait beaucoup d'incertitudes. Et il fallait, c'est terrible, hein, mais il fallait à cette classe d'actifs, donc les actifs numériques, parce que je n'aime pas utiliser crypto-monnaie, etc. Pour moi, ce ne sont pas des monnaies, ce sont des technologies. Donc tous ces actifs numériques, qu'ils soient des services, qu'ils soient des technologies ou même potentiellement des monnaies, si on veut mettre en place des systèmes d'échange, avaient besoin de se faire secouer. Et en fait, ce qui est très intéressant, Grégoire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'institutionnalise. Et ça s'institutionnalise aux banques centrales, qui commencent à regarder l'euro numérique, le dollar numérique, le yuan numérique. Demain, je vous le donne en mille, le peso numérique argentin, c'est sûr et certain. Toutes ces choses-là, en fait, arrivent parce que il fallait les bons vieux réflexes de la finance dans cette économie décentralisée qui, en gros, voulait dire dérégulée. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, et j'en suis ravi parce que c'est ce que j'espérais, il y a une structuration du monde des actifs numériques qui n'est pas une régulation. C'est-à-dire que pour l'instant, personne n'arrive en disant ça va être comme ci, ça va être comme ça, vous n'avez pas le choix, c'est comme ci. Même l'autorité des marchés financiers, avec le statut de prestataire de services numériques, le PSAN, de prestataire sur actifs numériques, le PSAN, est intelligent dans son approche. Oui, je comprends. La France est très en avance avec sa loi d'ADU sur les actifs numériques qui amène le futur décret européen MiCA qui rentrera en action à la fin de l'année, où en fait on va vraiment cadrer
la façon de distribuer des solutions sur actifs numériques. Et ça donne de la confiance, à commencer pour le conseiller financier, le conseiller en gestion de patrimoine, pour proposer des produits à ses clients. On en est là ou pas, Stéphane? Grégoire, moi en tout cas, j'en suis là. Ouais. Je sais, c'est pas simple pour un CGP vraiment de s'y mettre, parce que je peux pas avoir 50 000 statuts non plus. Ouais, vous êtes peut-être un peu en avance par rapport au consensus. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a des gens très bien en qui France, le font aussi. Je les cite, il y a Coinhouse en France qui est une boîte française enregistrée à l'AMF depuis des années. Ils sont très en avance, vous avez des partenaires qui sont très en avance là-dessus. Moi aujourd'hui, ma vision elle est simple. Bon, vous savez que 50% des crypto-actifs monnaie, c'est Bitcoin. Hein. Donc il faut faire une grande différence entre Bitcoin et le reste du monde. Donc déjà commençons par Bitcoin, cet étalon. Parce que pour moi, c'est un crypto-étalon. C'est une réalité. Celui-là, on s'est mis d'accord. C'est plus, on achète nothing, comme on disait. Là, on a une vraie notion. On s'est mis d'accord de gré à gré sur une valorisation de cet actif, comme quoi il est, entre guillemets, pas tangible et palpable, mais il est reconnaissable comme une autre fiduciaire, quelque part. D'accord. Donc, ça commence par quoi? Peut-être dans une semaine, par l'acceptation par la SEC, qui est l'équivalent de l'AMF américaine, des premiers ETF réels, mis en place par BlackRock, la plus grosse société de gestion, et qui donc, là, donne une double légitimité. Un, ils ne peuvent plus passer au-delà de la structuration régulée, pseudo-régulée, parce que ça reste la SEC, donc c'est assez léger, mais là, ça passe donc par le filtre réel, comme n'importe quel produit financier. Et deux, la vraie légitimité, c'est que vous avez la plus grande société de gestion financière, suivie par Fidelity, qui est la 3e, Franklin Templeton, qui est la 6e, qui vont faire la même chose. Et puis surtout, l'ETFisation de ces actifs-là, c'est quand même la voie royale pour le grand public. Indirectement, il existait déjà des ETF futurs, il existe déjà aujourd'hui des produits structurés sur Bitcoin. Mais ce sont finalement c'est du papier-monnaie. En fait, c'est un pari sur un cours. Là, quand vous allez créer un ETF de ce type-là, c'est un vrai ETF, vous devez être détenteur. C'est réplication physique. Donc forcément, il va y avoir un flux. Et là, la légitimité, c'est que vous avez des grosses sociétés américaines qui viennent. Et elles ne viennent pas juste parce que c'est dans l'air du temps et que philosophiquement parlant, c'est l'avenir. Non, elles viennent parce qu'il y a forcément des marges à remporter et elles viennent parce qu'elles veulent continuer à garder leur position. Et finalement, on revient sur le discours de mon associé Karl qui disait... Il ne faut pas se voiler la face, que ce soit demain, dans 10 ou dans 20 ans, de toute façon, les actifs numériques, la technologie blockchain sera de toute façon notre quotidien, comme on ne peut plus se dire que l'intelligence artificielle ne sera pas notre quotidien. Oui, bien sûr. Soit on se voile la face, soit on structure pour emmener nos clients intelligemment. Et vos clients, ils demandent ça aujourd'hui ou pas? Ou c'est plutôt vous qui, en tant qu'offreur de solutions, est-ce que c'est vous qui prenez le devant Moi, j'ai pas le droit d'en distribuer. Par mon statut de CIF, je n'ai pas le droit d'en distribuer. Donc la seule chose que je peux faire avec mes équipes, c'est de les former en leur disant un conseiller en gestion de patrimoine du 21e siècle, qu'il soit digital ou pas digital, et j'en connais des... Oui, parce que vous, c'est votre public. Plein de spécialistes de CGP qui sont peut-être plus âgés que moi, qui ne sont pas du tout sur le digital comme netinvestissement.fr, mais qui sont des pointus en crypto, même s'ils n'en vendent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être un conseiller en gestion de patrimoine et ne pas être capable d'expliquer ou de répondre à des questions à un client qui vous parle finalement du sens de l'histoire. Voilà, quel qu'il soit, ces cryptoactifs, ils seront dans notre vie quelque part, ils le sont de toute façon déjà. Bon, plaidoyer pour les cryptoactifs et un patrimoine pour l'avenir. Une minute, est-ce qu'on peut dire un mot du non-coté là aussi, il y a un gros push vers le retail depuis une paire d'années maintenant. Est-ce que les millésimes de ce qu'on verra sortir, il y a du cash, ils ont levé quand même beaucoup le private equity. Évidemment. Est-ce que les millésimes qui vont sortir là, à partir de maintenant vont être des bons millésimes intéressants pour les particuliers à qui on les proposera? Si je le savais, je mettrais tout sur le rouge, un père et passe, Grégoire, donc je n'ai pas trop le droit. Non, la réalité sur le private equity, et on l'a vu sur en particulier le private equity à sous-jacent immobilier qui a été très à la mode les 3-4 dernières années, et là on a, à cause du marché immobilier qui se contracte, une petite complication de liquidité, ça reste du private equity, donc il faut alerter les clients là-dessus. Donc le millésime, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça s'est démocratisé. On revient un peu sur l'institutionnalisation des cryptoactifs. C'est qu'en fait, aujourd'hui, finalement, quand vous passez par des grands noms, les Eurazeo, les Apax, etc., vous avez la qualité institutionnelle finalement du picking des sociétés qui sont dans ces produits de private equity grand public. Pour le particulier, c'est intéressant. On dénature pas le produit, on dénature pas il y a encore 5 ans, l'objectif 150 000 € minimum pour rentrer. Il fallait être un client très informé. Là aujourd'hui,
Bon, vous avez des FCPR qui vous permettent d'avoir accès à une petite partie, mais à vraiment de la qualité institutionnelle, soit dans des fonds directs, soit dans des sociétés directes. Et là, on finance l'économie réelle. Que demande le peuple? Gros mouvement, effectivement, depuis une paire d'années maintenant, effectivement, autour du les Français, en fait, ont envie de donner du sens à leur investissement et de financer l'économie réelle. Donc, le private equity, c'est logique, quelque part. Merci beaucoup Stéphane pour ce tour d'horizon des placements non exhaustifs. On n'a même pas parlé actions et taux, mais on aura parlé immobilier, cryptoactifs et non cotés avec vous, Stéphane Van Nuffel, directeur général de netinvestissement.fr.